Anne Villard, bonjour. Bonjour. Vous êtes énergéticienne et formatrice dans le domaine culturel, mais c'est surtout pour parler de thérapie énergétique que je vous ai invitée. Alors d'abord, qu'est-ce que la thérapie énergétique ? En fait, le travail énergétique, c'est des pratiques qui permettent de réharmoniser le corps, de rééquilibrer, d'enlever un certain nombre de blocages énergétiques. L'idée, en tout cas les premiers bienfaits, c'est une profonde détente, de la relaxation, mais l'idée c'est de relancer les processus d'auto-guérison du corps. Donc il y a plein de pratiques énergétiques comme l'acupuncture, l'ostéopathie, le shiatsu, puisqu'on travaille sur le réseau énergétique. Et moi, j'utilise entre autres le Reiki comme pratique énergétique. Voilà. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles les personnes viennent vous voir, en fait ? Quels sont les besoins de vos patients ? Enfin, si le patient dit patient. Oui, on dit oui, patient. Moi, je parle de personne, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est un cadre thérapeutique, donc on peut utiliser ce terme de patient. Alors, il y a plusieurs démarches. Il y a des gens qui sont dans une logique, je dirais, de développement personnel, qui font un travail sur eux et qui, au fil de leur recherche, croisent des thérapies, des techniques comme le Reiki et qui ont envie d'essayer de nouvelles techniques pour travailler sur leur bien-être et avancer dans leur cheminement, qui peut être un cheminement spirituel aussi, ou de bien-être. Après, il y a une partie des personnes qui viennent me voir qui ont des maladies chroniques ou des douleurs chroniques et qui ne trouvent pas de solution, même avec les médicaments. Les médicaments jouent quand même un rôle important, mais qui ont du mal à gérer des douleurs, par exemple, et qui viennent justement en essayant d'autres types de techniques. Et là, même en complément. En complément, oui. Alors, c'est vrai que vous avez raison, c'est un point extrêmement important. On parle de techniques complémentaires. Certains disent médecine parallèle, médecine douce. Moi, j'aime beaucoup le terme de complémentaire parce qu'il n'y a pas d'exclusion par rapport à la médecine traditionnelle. Évidemment, ça n'aurait aucun sens. Chaque technique apporte un certain nombre de bienfaits et l'intérêt, c'est justement de mutualiser et d'être en complémentarité. Et évidemment, ma pratique, notamment par le biais du Reiki, n'est pas exclusive. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein d'autres pratiques énergétiques qui ont aussi leur validité et qui peuvent répondre à des besoins suivant qui on est, suivant la période de la vie. Oui, c'est ça, parce qu'il y a aussi des problèmes de douleur morale, de stress, de deuil, des problèmes d'addiction, des choses... Oui, ça c'est vrai que c'est un autre aspect dans les personnes qui viennent me voir. C'est des gens qui ont des addictions, par exemple, comme vous venez de le citer, ou du mal-être, ou qui sont en dépression et qui ont besoin d'être reboostés, sécurisés en fait intérieurement dans qui ils sont. Et ça, c'est vrai que le travail énergétique apporte beaucoup dans le fait d'être plus détendu, plus en harmonie avec soi-même, plus en paix, moins de stress. Et si on prend simplement le fait les processus de l'addiction, souvent c'est des phénomènes de compensation, parce qu'il y a une émotion, parce qu'on se sent vide ou qu'on se sent seul, et on va compenser en mangeant ou pour prendre une posture avec une cigarette ou des choses comme ça. Donc le fait de se sentir plus en paix, plus en sécurité à l'intérieur de soi, évidemment, ça va décaler et dans certains cas, il faut parfois un peu de temps, mais ça met en place d'autres mécanismes et on n'a plus forcément besoin de compenser de cette manière. Harmonie. Alors, mais comment ça se pratique donc la thérapie énergétique ? Vous voulez dire comment se déroule une séance ? Les personnes restent habillées. Ça peut être un point important pour certaines personnes. En fait, j'utilise une table, donc les personnes s'allongent sur le dos et restent allongées sur le dos pendant toute la séance. La séance dure 1 heure. Mais il y a un temps de discussion parce que c'est vraiment important de prendre le temps de savoir pourquoi la personne vient, quels sont ses besoins. Si elle est déjà venue, évidemment, de faire le point sur ce qui s'est passé après la séance. Est-ce que ça a changé des choses ? Voilà. Après vient le temps de la séance énergétique vraiment au sens propre, où là, la personne étant allongée, comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille avec mes mains. Soit je touche le corps, soit je suis un petit peu au-dessus du corps pour réharmoniser, rééquilibrer. Voilà. Donc certaines zones. Oui, différentes zones que je ressens de devoir être rééquilibrées. Et puis après, il y a des techniques qui font qu'il y a aussi un certain nombre de protocoles qui peuvent être appliqués. Voilà. Et il y a plusieurs séances en général. On préconise 3 séances pour que les gens puissent surtout voir si ça leur apporte quelque chose. C'est vrai que souvent, la première séance, quand on ne connaît pas le thérapeute ou qu'on ne connaît pas la technique, on est un peu plus en retenue, dans l'observation. Et c'est bien de se donner un petit peu de temps pour voir ce que ça nous apporte. Et c'est des séances de quelle durée ? Ça dure 1 heure. Voilà. Donc le Reiki, c'est une thérapie manuelle en fait. Oui,
Avec les mains? Oui, oui, effectivement, avec les mains, en fait, c'est un peu comme un magnétiseur, mais c'est une autre technique. C'est une technique japonaise qui a été, qui est née au début du XXe siècle, qui a été codifiée au début du XXe siècle par Mikao Usui au Japon. Hein. Mais donc, c'est des techniques, effectivement, qui permettent de jouer sur l'énergie, de renforcer l'énergie, comme j'ai dit tout à l'heure, de stimuler le corps, hein, de le nettoyer pour le dynamiser et apporter un certain nombre de choses. Alors, en plus donc de faire ces soins de thérapie, vous faites aussi de la formation. Oui, alors formation dans différents cadres. Effectivement, comme vous l'avez évoqué au tout début, je fais de la formation dans le domaine culturel parce que j'ai travaillé pendant longtemps dans des musées ou des espaces culturels. J'ai été muséologue et puis depuis presque 8 ans maintenant, je fais de la formation sur des questions de méthodologie, par exemple comment organiser une exposition, comment accueillir des personnes en situation de handicap dans les lieux culturels. Donc là, c'est pour des professionnels, des musées, des bibliothèques qui ont besoin d'avoir ce type. C'est une double activité en fait. Oui, mais pour moi c'est lié parce que c'est toujours un travail, je dirais, sur la personne, du confort de la d'écoute, de la question de la différence aussi, oui. Hein, qui pour moi est vraiment très essentielle. Et au cœur des séances, il y a le travail énergétique, mais comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas sous-estimer le temps de parole, la qualité d'écoute. Ce dont on souffre tous, c'est d'avoir finalement peu de temps d'écoute ou d'écoute de qualité, parce que la vie va vite, parce qu'on ne peut pas toujours non plus se confier aux proches ou pas pour tout. Et c'est vrai que pour moi, c'est finalement un peu le même travail, la question de comment s'accepter dans sa différence, comment accueillir l'autre dans sa différence. Donc ça, voilà. C'est parce que vous avez aussi travaillé un certain temps en milieu pour handicapés. C'est pas tout. C'est-à-dire que dans le cadre de mes missions dans les musées ou dans les espaces d'exposition, j'avais effectivement cette vigilance qui était prendre en compte les publics handicapés. Et après, c'est vrai que plus récemment, mais c'est pas travailler à temps plein dans une structure, mais j'ai notamment fait un cycle de sensibilisation à l'art pour des personnes handicapées mentales à l'ESAT de Tours-Nord en 2010. Hein. Donc effectivement, c'est de la médiation culturelle auprès de personnes handicapées. Et de la même manière, dans le cadre de mon travail énergétique, j'accueille des personnes porteuses de handicap. Donc vous en avez tenu compte dans l'installation de votre cabinet? Oui, c'était quelque chose de très important et un peu difficile à trouver, c'est d'avoir un espace qui permet d'accueillir des personnes à mobilité réduite. En France, on est quand même très très en retard et je ne pense qu'on ne va pas remplir les impératifs de la loi jusqu'en 2015. Mais en tout cas, j'ai trouvé là un espace avec une pièce accessible et j'ai pu récemment accueillir une patiente qui vient en fauteuil et j'ai donc pu lui donner un soin. Et ça facilite grandement les choses, effectivement. Oui, d'avoir un accès direct. Oui, la personne peut se garer juste devant. Enfin voilà, c'est tout à fait adapté pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Voilà, alors parlez-nous un petit peu de votre cabinet, justement, ça vient juste d'ouvrir, vous êtes, ça y est, vous êtes en activité? Oui, ça a démarré, là je suis prête pour cette nouvelle rentrée. Donc c'est un cabinet qui est à Saint-Avertin, 11 rue de Beaugaillard, qui est relativement calme et outre l'accessibilité dont je viens de parler à l'instant, ce qui m'importait aussi, c'est d'être dans un lieu, comme je viens de dire, calme, mais avec aussi beaucoup d'arbres autour. Hein, c'est vrai que ça favorise aussi le travail énergétique et les gens se sentent plus détendus. Ça permet aussi de couper avec la vie trépidante qu'on a tous. Voilà. Et donc vous avez une manifestation pour inciter, pour faire connaître un peu votre cabinet, vous faites des portes ouvertes Oui, alors il y a effectivement deux actions. Concernant l'énergétique, une fois par mois, je vais faire des réunions mensuelles, totalement gratuites, un jeudi par mois à 19h30, pour rencontrer les gens et parler des bienfaits du travail énergétique, surtout qu'ils puissent me rencontrer, poser leurs questions pour voir si ça peut éventuellement les intéresser. Donc la première est le jeudi 13 septembre, donc la semaine prochaine à 19h30. Et puis, je fais effectivement un après-midi porte ouverte le samedi 15 septembre pour la sensibilisation à l'art, puisque je vais commencer un cycle pour des enfants de 7 à 11 ans de sensibilisation à l'art. C'est-à-dire, pas de l'initiation, c'est vraiment un ressenti. C'est pas de l'art plastique.
Donc il n'y a pas de production d'œuvres ou de choses comme ça. Ça n'est pas non plus au sens strict de l'histoire de l'art. C'est plutôt développer le discernement en travaillant autour de la beauté, de la culture. Pour vous donner là l'exemple qui me vient à l'esprit, quelles sont les stratégies de présentation des objets, par exemple dans les vitrines de magasins. Donc d'analyser un peu comment ça fonctionne, pourquoi c'est montré de telle et telle manière, et d'observer que dans des musées, dans d'autres contextes culturels, on peut utiliser les mêmes stratégies, mais on ne va pas dire les mêmes choses, c'est pas le même contexte. Enfin, voyez, l'idée c'est vraiment d'apprendre aux enfants à analyser leur contexte de vie, et puis aussi de découvrir l'art, bien évidemment. Donc, des enfants de quel âge? De 7 à 11 ans. Donc tout ça, ça se met en place. Ça se met en place, ça c'est une nouveauté. J'avais envie de créer cette dynamique avec j'appelle ça des ateliers, parce qu'ils sont aussi, c'est participatif bien évidemment. Donc il y en a un le mardi soir de 17h30 à 19h et un autre le mercredi matin de 10h à 11h30. D'accord, très bien. Bon, eh bien, Anne Villard, merci d'être venue. Mais rappelez-nous le site sur lequel on peut avoir aussi des informations, votre site internet. Oui, sur mon site internet. Alors, c'est www.voiraveclesyeux.fr. Voilà, et donc à Saint-Avertin. Merci beaucoup pour votre accueil. Je vous en prie. Au revoir, Anne.